Nos sociétés occidentales postmodernes sont censées être imprégnées de l'idéologie libérale au sens noble. L'être humain, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, se réalise par le profit tiré de son initiative ainsi que par la libre circulation des biens, des personnes et des idées. Alors que même des sociétés peu démocratiques souscrivent clairement à la libre circulation des biens et modérément à la libre circulation des personnes, la libre circulation des idées, la liberté d'opinion et de parole, se heurte partout à certaines limitations. Dans un État autoritaire, les limitations sont formalisées. Tout propos critiquant directement le régime en place, le présentant comme un opposant à l'objet valeur du bien commun, ou refusant de dépeindre le dirigeant comme un héros ou comme une force bénéfique, pourrait valoir de sérieux ennuis à son auteur. Celui-ci pourrait au minimum subir la censure directe de l'interdit de publication pour cause de propos irrecevables pour l'État et pour l'ordre public. Si l'œuvre et son auteur contreviennent aux valeurs affichées par le régime ou par son guide suprême, la non-acceptabilité pourrait se traduire par l'emprisonnement, par le bannissement, voire par l'exécution de l'auteur, opposant et traître au régime. Dans les pays démocratiques, on ne se préoccupera officiellement que de la recevabilité du propos pour la population visée par le message. La classification des films, les avis aux téléspectateurs et aux parents de jeunes enfants au début de certains épisodes de séries télévisées sont des exemples d'une censure généralement considérée légitime dans un pays démocratique. Une commission des droits de la personne ou des tribunaux interviendront à l'occasion pour se pencher sur l'acceptabilité ou non de certaines œuvres, pièces de théâtre, spectacles ou numéros d'humoristes au vu des droits, dont ceux à la réputation ou à la dignité de l'auditoire des personnes décrites ou représentées. En revanche, la dissidence est tout de même mal vue, même sanctionnée dans les organisations politiques, publiques et parapubliques, et même privées. L'objecteur de conscience, le lanceur d'alerte, la personne qui n'adhère pas à la vision ou au plan stratégique, donc à l'objet valeur, du premier ministre, du chef, du président directeur général, du patron, donc du héros, est vu comme un traître et est passible de sanctions disciplinaires, expulsion du cabinet ou du caucus, suspension, congédiement, ou à tout le moins d'ostracisation, par harcèlement psychologique ou par le silence, avec la complicité des autres membres de l'organisation, alliés objectifs du héros soi-disant trahi, et souvent apeurés de recevoir les coups de griffe du boss. Par ailleurs, l'usage plus généralisé des médias sociaux fait apparaître, à coups de gazouillis, posts ou tweets, ravageurs, une nouvelle censure des comportements ou des idées critiques. L'autre, celui qui ne pense pas ou n'agit pas comme nous, héros central de notre existence, n'est pas un opposant, mais un traître à l'égard duquel toutes les injures et même les menaces sont permises. Comme le schéma général d'une communication tend à être bidirectionnel, les répliques se situent souvent au même niveau. Ce n'est pas moi le traître, c'est toi. Même le linguiste et sémiologue italien Umberto Eco s'adonnait à ce sport extrême dans ses chroniques, notamment lorsqu'il s'en prenait à l'ancien premier ministre Berlusconi, qu'il qualifiait de petit frustré dont la mère ne savait pas faire les pâtes. Ce type de commentaire n'est certainement pas resté sans réplique. Et non, je ne ferai pas l'honneur au locataire actuel de la Maison-Blanche de commenter son usage des médias sociaux. Ce qui me semble dangereux lorsque l'autre est un traître, c'est que l'on ne cherche plus à convaincre, on cherche à éliminer par l'écœurement, par le dénigrement, par l'intimidation, par la menace. Et cela risque de ravaler toute démocratie au rang des États autoritaires, voire totalitaires.